Alors bonjour à tous, bienvenue au Monde. Je suis Quentin Lered, je suis directeur adjoint produits et audience pour Le Monde. Ce soir, on est ravis de vous accueillir pour une conférence autour de la culture produit. Alors, moi, je suis très heureux. D'abord parce que c'est une première pour Le Monde de recevoir une conférence qui traite de la culture produit. L'auditorium, en général, il est plutôt habitué à recevoir des intervenants fameux autour de la littérature, peut-être au sens classique du terme, de la culture, de la géopolitique. Mais c'est plus rare que ce soit pour un événement autour de la technologie, du design, des pratiques et des savoir-faire numériques. Et je pense que c'est franchement inédit pour un événement autour de la culture produit. Donc, Le Monde, c'est le premier quotidien national français avec 540 000 abonnés, dont 430 000 en numérique. Et aujourd'hui, on reçoit les auteurs d'un livre qui va peut-être devenir une nouvelle référence sur la façon de concevoir et de développer des produits numériques. Donc ça, c'est peut-être aussi le signe de la maturité et de la respectabilité gagnée par la culture produit et tous les métiers qui la composent. Mais je suis aussi très heureux parce que pour cet événement, on a l'honneur de recevoir Rémi et Tristan, deux experts émérites de la question, qui vont se présenter dans un instant. Donc ils viennent tout juste de sortir Discovery Discipline, un livre qui est en train d'avoir un certain impact dans la communauté produit française en ce moment. Et donc, enfin du moins, c'est ce que montrent les ventes, enfin votre très beau démarrage. Donc ça montre peut-être qu'il y avait bien un réel besoin. C'était celui de se doter d'une méthode pour structurer la phase de discovery, cette phase du product management dont on parle énormément en ce moment, mais qui reste peut-être assez floue dans la manière de l'appliquer dans les organisations. Quand la phase de delivery, qui la suit, a en général une maturité plus accrue, comme on a pu le voir avec le déploiement des méthodes agiles qui s'est fait un peu partout ces dernières années dans les entreprises. Alors, Le Monde s'intéresse maintenant aussi bien aux auteurs d'un Goncourt que d'un livre sur la culture produit avec Rémi et Tristan. Moi, j'aime bien y voir un signe du temps. Mais je voudrais terminer cette intro en saluant également l'entreprise qui édite votre livre, TIGA, qui est aussi un cabinet de conseil en product management. Et pour moi, c'est une entreprise qui a fait énormément pour théoriser, populariser, évangéliser la culture produit en France et regrouper aussi une entreprise qui partage ses pratiques, comme on va le faire ce soir. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas seuls, il y a tout un écosystème, il y a beaucoup d'autres entreprises, mais je voulais saluer votre éditeur. Alors, pour le programme, ce soir, j'aurai l'honneur d'interroger Tristan et Rémi sur leur parcours, leur méthode, leur livre, leurs pratiques. Ils vont nous expliquer tout ça pendant une quarantaine de minutes. Et puis on vous passera la parole pendant une vingtaine de minutes afin que vous puissiez également leur soumettre vos questions, que vous puissiez les challenger sur tout ce que vous aurez entendu dans le talk qui vous aura peut-être interpellé. Je suis sûr que ça ne les effraie pas. Mais juste avant de commencer, je voudrais juste un rapide sondage. Je vous propose un rapide sondage à main levée afin qu'on puisse avoir aussi une brève idée de qui vous êtes dans la salle et pourquoi vous avez fait le choix de suivre cette conférence. Donc, est-ce que les personnes qui font partie de start-up ou de scale-up, donc scale-up, c'est une start-up qui a un peu grossi et qui s'approche de la rentabilité, mais en général, c'est des boîtes qui sont plutôt nées avec le numérique. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes dans une start-up ou une scale-up? Ok, allez, un petit 30%. Donc les personnes qui font plutôt partie d'une entreprise plutôt traditionnelle, donc ça peut être un grand groupe, une entreprise qui n'est pas numérique à l'origine, par exemple comme Le Monde. Ok. Alors les autres, vous êtes quoi? Ok, donc un petit peu freelance plus. peut-être. Freelance. Ok. Peut-être un peu sur votre profil, les personnes qui ont plutôt un background design ou product management, est-ce que vous pouvez lever la main? Donc là, on va être sur une belle majorité. Et ceux qui n'ont pas de background product ou design et qui sont juste curieux ou qui veulent en savoir plus sur la discovery? Ok, super. Bon, voilà, comme ça, vous avez une petite idée de votre audience. Eh ben, merci beaucoup. On va pouvoir commencer. Donc Rémi, Tristan, merci d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et puis nous dire un mot de votre parcours et puis de votre rencontre?
Merci pour l'invitation déjà. C'est super d'être ici. D'abord de partager des sujets qui nous passionnent depuis un bon petit moment avec vous tous. Et puis le lieu est particulièrement symbolique. Donc c'est vraiment un chouette moment pour nous. Donc merci beaucoup. Moi je m'appelle Tristan. J'ai commencé à faire mon métier de designer il y a 15 ans de ça, en 2005. Avant ça, je faisais des études de psychologie. Il n'y avait pas tellement de parcours qui était fait pour être designer à l'époque. Il n'y avait pas d'école de design. Donc il fallait faire de la psycho ou peut-être d'autres process, mais en tout cas, moi, c'est ça que j'ai choisi. Et en sortie d'études, j'ai rejoint une petite boîte pour commencer à évangéliser ces sujets-là. Je ne sais pas exactement pourquoi je me suis retrouvé à faire du design à l'époque, mais peut-être probablement une combinaison entre un geek qui aime les sciences humaines et ça faisait un designer à l'époque. Donc un peu d'évangélisation. J'ai rejoint PayPal après, qui était une super expérience, qui m'a donné un peu la chance d'avoir un peu d'avance, parce que c'était une boîte qui était mature, en tout cas plus mature que le marché français à l'époque. Donc avec la tête aux États-Unis et les pieds en France, c'était une chance. Travailler sur le design thinking, qui était en train de se développer à ce moment-là, et d'avoir des mentors là-bas pour essayer de répliquer un peu ce qui se passait. Donc voilà, et puis c'était une chance aussi parce que c'est là que j'ai rencontré Rémi, euh, qui m'a recruté chez PayPal. Et on a construit ensemble, c'était le tout début du design en Europe pour eux. Et donc on a contribué à construire la culture design de PayPal en Europe. Donc c'était vraiment une position très agréable d'avoir un champ d'investigation, une boîte très ouverte, mais encore finalement tout à créer en Europe. Voilà, et en quittant PayPal, j'ai fait 2-3 petites choses, mais essentiellement, j'ai rejoint Blablacar pour retrouver Rémi. En fait, on trouve toujours des moyens de travailler ensemble, que ce soit dans une boîte ou en écrivant un livre. Et chez Blablacar, j'ai commencé par une expérience en revenant à zéro, en prenant un projet sur lequel j'étais seul, avec un product manager et un tech et le fondateur de Blablacar. On était 4. Et l'idée, c'était de repartir d'une feuille blanche pour créer quelque chose de nouveau. Ça, c'est une expérience assez intéressante parce que construire quelque chose de zéro, c'est très différent d'optimiser un produit existant. Voilà, j'ai rejoint ensuite l'équipe de Rémi, prendre la responsabilité du design. Et puis, j'ai rejoint Malte il y a 3 mois de ça. Voilà, Malte, c'est alors moins connu que Blablacar. Je ne sais pas qui d'entre vous connaissent Malte. C'est toi, tu connais. Oui, il y a pas mal de monde qui connaît quand même. C'est une grande plateforme de freelance, une marketplace pour les freelances. Voilà, l'idée étant de donner la liberté aux freelances de trouver des missions, de travailler comme ils le souhaitent, d'où ils le souhaitent, donc de donner la dynamique à ce métier en pleine émergence. Donc on connecte des freelances avec des entreprises. Voilà, ça c'est la mission de Malte et c'est ce que je fais aujourd'hui. Top, merci. Et toi, Rémi? Bonsoir à tout le monde. Donc, moi, c'est Rémi Guyot. Alors, moi, j'ai commencé par des études de droit, qui était un énorme échec, à part un élément, c'est que je ne sais pas pourquoi, j'avais le professeur de première année qui m'avait convaincu que pour être bon en droit, il fallait avoir une grande culture générale. Et donc, je m'étais abonné au Monde à cette époque-là, que je lisais religieusement, intégralement, tous les jours. J'avais beaucoup de temps libre. Voilà. Après, le reste, c'était catastrophique, donc j'ai arrêté le droit. J'ai fait des études en communication, des études en alternance, parce que j'avais découvert que les études trop théoriques, c'était un peu compliqué pour moi. Donc j'ai travaillé d'abord à la mairie de Lyon, ensuite dans une petite agence web, ensuite dans une association dans le domaine à cheval entre la santé et l'éducation. Et puis un jour, j'ai eu une révélation sur le métier qu'on appelait le métier d'ergonome web, qui était le métier, quand j'ai entendu quelqu'un parler de ça, je me suis dit, voilà, je sais ce que je veux faire de ma vie. Le hasard a fait que cette personne-là, elle travaillait chez Useo. Et Useo, c'est la boîte où Tristan travaillait à cette époque-là, même si on ne se connaissait pas encore. Donc le jour où j'ai rejoint PayPal ensuite, et on m'a demandé de recruter le premier ergonome web en Europe pour PayPal, j'ai vu un CV qui il y a marqué Useo, qui était un peu ce qui avait été mon déclencheur pour cette passion. Je me suis dit, bon, cette personne-là, je suis intéressé de la recruter. Donc c'est comme ça que j'ai recruté Tristan chez PayPal. Ce qui était extrêmement intéressant chez PayPal, surtout quand on travaille sur des sujets d'expérience utilisateur, c'est que moi, le paiement à la base, c'est pas mon sujet de prédilection. Je me réveille pas le matin en réfléchissant aux moyens de paiement. Sauf que notre périmètre géographique nous a amené à aller comprendre ce que ça voulait dire le paiement à Dubaï, à Moscou, à Istanbul, à Milan.
Et en fait, on se rend compte que le concept de la monnaie et du paiement est un des concepts les plus ancrés dans la culture locale, en fait. Et d'ailleurs, chez Blablacar, on a un produit qui est extrêmement homogène d'un pays à l'autre, sauf sur le paiement, où là, il y a des différences gigantesques. Et donc, à travers le paiement, surtout dans le travail de discovery qu'on faisait à l'époque, on faisait beaucoup de visites chez les gens pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils payaient. Et en fait, c'était des découvertes culturelles, pour le coup, fascinantes. Donc, de ce point de vue-là, c'était une grande chance de travailler dans une boîte tech, mais sur un sujet comme le paiement. Et le goût que j'ai développé chez PayPal, donc sur les sujets de design, c'était le goût de travailler pour une marketplace, parce que PayPal est très, très associé à eBay à l'époque. Et une marketplace, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est riche de problèmes complexes à résoudre. Parce que dès qu'on essaie de faire plaisir à une partie de la marketplace, on a l'autre partie de la marketplace qui n'est pas contente, et donc c'est toujours complexe. Et donc c'est ça qui m'a amené à rejoindre Blablacar, après 7 ans chez PayPal. Et chez Blablacar, après 1 an, le responsable de l'équipe produit avait décidé de partir. Et donc on m'a proposé de prendre la suite, donc d'aller au-delà de sujets de design pur et d'aller réfléchir à ce que ça voulait dire l'intégralité d'une organisation produit en termes de data, en termes de design, de research, de contenu, de product marketing, etc. Et donc voilà, donc ça c'est le parcours. Et au cours de ce parcours, notamment de ce parcours commun avec Tristan, on a beaucoup, par tâtonnement, mis le doigt sur des bouts de méthode qui, avec le temps, voilà, ont donné ce qu'il y a dans le livre, quoi. Parfaite transition, merci, parce que du coup, si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour parler de ce livre, Discovery Discipline. Donc, on a vu que même si notre public est majoritairement initié à la culture produit, on a aussi quelques néophytes curieux, on a aussi des journalistes, membres de la rédaction des différents titres du groupe Le Monde et de l'Obs. Alors, avant qu'on parle plus spécifiquement de la méthode, est-ce que vous pourriez nous expliquer et nous donner votre définition de ce qu'on appelle la discovery ? La discovery, elle est par opposition à la partie delivery. Donc en fait, quand on conçoit un produit ou une expérience produit ou qu'on veut développer une nouvelle fonctionnalité, il y a toute une phase où on va se demander qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et puis commencer à explorer cette solution. Donc identifier le problème et commencer à identifier la solution qui va avec, et puis finalement arriver à une proposition dans laquelle on a le plus de confiance possible, parce que ce n'est pas une phase de validation, c'est une phase de découverte. Voilà, on va chercher quelque chose dans lequel on croit beaucoup, et puis c'est là qu'on va transférer ça dans une phase plus delivery, où on va se charger de découper, commencer à coder, construire et mettre sur la plateforme de destination. Donc c'est toute cette phase de découverte, voilà, discovery. Et il y a une chose que je trouve intéressante dans le mot discovery, peut-être qu'on en reparlera, c'est que parfois on confond cette phase avec de l'invention. Parce qu'on va aller chercher, on va essayer de creuser des idées, des perspectives. Mais découvrir, ça n'a pas le même sens qu'inventer. Inventer, il y a vraiment cette idée qu'on crée quelque chose qui est arrivé de nulle part, on a une nouvelle idée. Alors que découvrir, c'est finalement aller trouver quelque chose qui existait déjà, mais que personne d'autre n'a trouvé jusque-là. Donc je crois que cette subtilité est importante parce qu'on ne demande pas à un process de discovery d'inventer des choses extraordinaires qui sont venues de nulle part. On cherche à découvrir le problème et découvrir la solution qui est associée. Voilà. Ok, alors maintenant qu'on a fait la base, c'est quoi la discovery ? Du coup, pour tous ceux qui n'ont pas encore lu le livre et à qui vous souhaitez donner envie de foncer l'acheter juste après la conférence, c'est quoi le résumé ou le pitch de votre méthode ? Alors le pitch, c'est cette phase de discovery que Tristan décrit, elle est particulièrement difficile parce qu'elle est bourrée d'ambiguïté. En réalité, on est face à un champ des possibles infini, et donc par définition, c'est difficile de choisir quelle est la solution qu'on va décider d'implémenter. Et c'est un peu vertigineux en fait cette phase-là. Et le point de vue radical de la méthode, c'est que pour contrebalancer cette divergence possible infinie, il faut un cadre. Et donc c'est ça que propose la méthode. C'est en fait une série d'étapes très précises, toujours les mêmes,
qui systématiquement s'achève par un livrable prédéfini à l'avance, etc. Donc en fait, ça fait beaucoup de carcans. Et étrangement, c'est précisément parce que c'est cadré qu'on pense que ça aide la discovery. Et le, le- juste pour une anecdote, quand on a réfléchi à la couverture du livre, Discovery Discipline, on cherchait graphiquement ce contraste en fait. Donc on a deux mots et on cherchait qu'il y ait un mot qui illustre bien le fait que on est en train de tâtonner, on explore, ça peut partir dans plein de directions. Et l'autre partie du livre, c'est la partie discipline, c'est la partie rigoureuse où on met un cadre, etc. Et donc tout le principe de la méthode, c'est 7 étapes systématiquement suivies dans lesquelles on apporte de la clarté et on se force à choisir parmi toutes les informations qu'on a accumulées, lesquelles on va retenir pour construire ou pour identifier la solution. Il y a une phrase que j'aime bien et qui a été un peu un fil conducteur, une inspiration, c'est les rives sont la chance du fleuve, elles l'empêchent de devenir marécage. J'aime beaucoup cette idée que finalement, les rives, les barrières qu'on va mettre, les limites qu'on met, elles ne sont pas une contrainte en soi, au contraire, elles permettent d'aller dans une même direction, elles permettent de converger ensemble, et justement de ne pas devenir marécage. C'était un petit peu le diagnostic qu'on faisait sur certains process de discovery, qui généraient plein de choses, mais qui finissaient par créer cette sorte de marécage, avec plein d'idées un peu partout, mais on patauge un petit peu au bout d'un moment, on n'arrive plus trop à sortir de toutes ces idées. Et donc, c'est les rives qu'on essaie de construire, c'est ça. C'est permettre de guider ce process de discovery. Ok, justement, tu as parlé un petit peu, là tu viens d'évoquer aussi d'autres méthodes qui existent pour faire de la discovery, et effectivement des méthodes qui sont destinées à identifier des besoins utilisateurs ou des opportunités de marché, puis à définir des hypothèses ou sur les problématiques ou des solutions désirables, en fait, et qu'on ferait parfois en plus en tester en amont. Il y en a plein qui existent et qui ont même été beaucoup apportés par la culture design. Donc on peut penser au design thinking, au double diamant, ce genre de méthode. Et il y a aussi des approches qui visent à tester rapidement une idée par rapport à un marché comme le Lean Startup. En quoi votre méthode Discovery Discipline, elle est différenciante ou elle est complémentaire de ces autres méthodes? Est-ce qu'elle en hérite finalement? Est-ce que c'est une version améliorée ou est-ce que c'est l'itération numéro autant du double diamant? Déjà, je peux parler de l'héritage. Évidemment, c'est un héritage. On tient beaucoup à ça. On a une étape, on en reparlera peut-être, l'étape style. On tient beaucoup à cette idée que on construit à la suite des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fondateur pour nous et très important. Il y a une phrase de Newton qui dit « J'ai vu plus loin parce que j'étais debout sur des épaules de géants ». Et j'aime beaucoup cette idée-là. Donc, oui, il y a un énorme héritage et c'est l'héritage du design thinking essentiellement. Pour avoir vécu son émergence, le design thinking il a apporté pas mal de choses et en particulier cette capacité à s'ouvrir, à aller chercher des idées différentes. Faire un brainstorm avec l'idée de se dire bon, on ne fait pas de jugement, on lance des idées, même si on dit des âneries, on sait que de toute façon il faut avoir plein de mauvaises idées pour en avoir une de bonne, donc allons-y. Ça, c'était pas tant une évidence il y a 15 ans de ça, et le design thinking a permis de libérer ça, libérer un peu l'imagination, la parole. Ça nous a permis de nous intéresser beaucoup aux utilisateurs, de parler de point de vue utilisateur. Ça aussi, ce n'était pas une évidence il y a 15 ans. Donc ça a développé ça. Ça a développé aussi cette idée qu'on itère, on crée des prototypes, on essaye, c'est pas grave de se tromper. Donc en fait, tout ça, si ça n'était pas arrivé avant, on n'aurait jamais construit cette méthode. Donc voilà, l'héritage, c'est tout ce changement culturel qu'ont apporté les méthodes de design thinking. Voilà. Tu veux parler de la suite ? Et peut-être l'héritage qui vient plutôt de Lean Startup. Donc le concept de Lean Startup, c'est une méthode qui met énormément en avant la création d'hypothèses. On émet une hypothèse sur le fait que face à tel produit, le marché réagirait de telle manière. Et ensuite, on essaie de définir la manière la plus rapide de tester cette hypothèse-là, pour la valider ou non, et ensuite pour itérer. Par exemple, là, on a retenu complètement la notion d'hypothèse, qui est un élément clé de notre méthode. En revanche, une des limites, à mon avis, de Lean Startup comme méthode de travail, c'est que elle fait l'hypothèse que la bonne solution, juste déposée comme ça sur le marché, face à un utilisateur, reçoit l'adoption qu'elle devrait. Et on est en désaccord avec ça. C'est-à-dire qu'une des étapes clés que nous, on a rajoutées,
qui là pour le coup est très différenciante parce que de tout ce qu'on a vu comme méthode de discovery, il n'y en a aucune qui a inséré ça, c'est le concept de réflexion marketing le plus tôt possible dans la conception d'un produit et que ça suffit pas en fait d'apporter la bonne solution. Encore faut-il la présenter d'une manière qui est compréhensible et qui est comprise en fait par les utilisateurs. Il faut peut-être réfléchir à un angle pour raconter l'histoire qui fait que les gens vont la comprendre. Par exemple, il y a beaucoup d'équipes produits qui se targuent, à raison en fait, d'identifier des besoins inconscients des utilisateurs et donc d'apporter des réponses à des besoins qui sont même pas identifiés. C'est top. Mais si en fait le besoin il est tellement enfoui que la personne n'en a pas conscience, comment est-ce qu'elle va se rendre compte que la solution correspond à son besoin? Donc en fait, il y a tout un travail vraiment qui là pour le coup est très très présent dans les équipes marketing que nous on a cherché à intégrer dans la méthode. Donc je pense que les différentes méthodes que tu cites, elles sont des grandes sources d'inspiration, mais c'est précisément parce qu'elles nous ont inspirés qu'on les a mis en œuvre, qu'on en a découvert certaines limites et qu'on a essayé de les corriger. Pas en essayant de s'opposer à ces méthodes-là, mais simplement en construisant par-dessus, quoi. Donc oui, clairement, toutes les méthodes qui existent, il y en a d'autres qu'on pourrait citer, elles ont servi de source d'inspiration. Peut-être une des particularités, c'est que la nôtre, elle est extrêmement... elle a un niveau de précision, je crois, qui est assez rare. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de théorie dans le livre se lit relativement rapidement, et il est entièrement inspiré de la pratique, c'est-à-dire qu'en ce moment, les équipes chez Blablacar, elles bossent exactement comme dans le livre, et c'est ça qui nous a servi pour écrire le livre. Donc voilà, c'est ça un peu les réflexions par rapport à ça. Très bien. Bah justement, donc, sur votre méthode, il y a plein d'activités différentes. Il y a beaucoup d'exemples. D'ailleurs, pour moi, à titre perso, c'est ce qui la rend assez attractive, ludique et actionnable. Et donc, il y a un truc incontournable, c'est le livrable. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail et peut-être aussi avec un des exemples des livrables que vous préférez? Tu as cité le double diamant. Donc le double diamant pour tout le monde, c'est le principe de diverger, converger 2 fois. Donc je cherche un problème, je diverge, j'explore, je converge sur un problème, puis je cherche une solution, je diverge et je converge. De la même manière, ça c'était évidemment une source d'inspiration et d'ailleurs il est très présent dans la méthode, sauf que notre point de vue c'était que 2 c'était très réducteur et en fait on avait beaucoup de mal à vraiment trouver une solution sur un process de je diverge une fois, je converge une fois et j'ai trouvé. Donc finalement notre méthode c'est plus un collier de diamants, il y en a plus, il y en a 7. Et l'autre point, c'est que dans le double diamant, on a une symétrie, comme si la partie de exploration était un peu le même effort que la partie de convergence. Alors qu'en fait, il s'avère que converger, c'est beaucoup plus difficile que de diverger, surtout parce qu'on a été élevé à la divergence ces dernières années grâce à ces autres méthodes. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, diverger, on le fait bien. Par contre, on a beaucoup de mal à prendre des décisions. Et c'est là-dessus que la méthode apporte une vraie différence. C'est forcer ce mécanisme de convergence. Donc, on laisse beaucoup de liberté aux activités que tu as citées, qui sont les activités de divergence. On propose une liste qui, nous semble intéressante, mais il y en a plein d'autres. Et l'effort de convergence, lui, il se focalise sur le livrable, qui est extrêmement précis. Finalement, il y a très peu de mots. Il y a des livrables, il y a 3-4 mots. Par contre, il force à être extrêmement précis sur ce qu'on veut faire. Et c'est ça qui fait, à mon sens, la différence de la méthode. Faire des choix, enlever des mauvaises idées, ça c'est facile. Enlever les bonnes aussi, parce qu'il y en a beaucoup à enlever, pour finir avec quelque chose d'extrêmement précis. Donc chaque étape a un livrable qui conclut tout le travail de cette étape, et puis qui permet d'introduire l'étape suivante. Et ce qui se passe, c'est qu'après, à la fin d'un projet, quand on prend du recul, mais on a 7 livrables qui résument en fait tout le projet finalement, qui sont très faciles aussi à partager avec d'autres personnes, mais qui sont le résultat d'un énorme travail d'exploration et d'une grosse force de convergence derrière. Peut-être pour prendre un exemple très concret. Donc on va faire l'hypothèse, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, je ne suis pas abonné au Monde, que en tant qu'utilisateur, j'ai envie d'avoir la possibilité de sauvegarder un article pour le lire plus tard. Je vais faire l'hypothèse que cette fonctionnalité n'existe pas directement sur le site, je ne sais pas si c'est le cas. Ce que je viens d'écrire, c'est ce qu'on appelle un cas d'usage. Donc il y a un utilisateur qui cherche à accomplir quelque chose dans un contexte digital. La particularité de la méthode, elle est double. Premièrement, nous on pense que ce qui est important, c'est pas le fait d'aller parler à des utilisateurs, c'est le fait d'être clair sur ce cas d'usage-là. Et des fois, on est clair juste parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur ce sujet-là. Donc c'est pour ça que la méthode, les livrables sont systématiquement
imposées. Les activités qui servent à le remplir sont facultatives. Nous, ce qui est important pour nous, c'est être clair sur le cas d'usage. Mais le deuxième élément qui est important, c'est que le livrable qu'on propose à cette étape-là, qui est la deuxième étape de la méthode, elle ne se contente pas de décrire ce que je viens de dire. Ce n'est pas suffisant en fait de dire un utilisateur cherche à sauvegarder un article pour le lire plus tard. C'est utile, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Ce que le template de livrable qu'on propose pousse à faire, c'est à clarifier pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le faire et qu'est-ce qu'il fait face à cette impossibilité-là. Et là, il y a une quantité d'informations colossale. Que fait la personne ? Est-ce que la personne, elle, fait une copie d'écran de l'article ? Est-ce qu'elle le colle dans un autre fichier ? Est-ce qu'elle va l'enregistrer dans les favoris de son navigateur ? Peut-être d'autres choses que j'imagine même pas. Est-ce qu'elle le note dans un carnet pour revenir dessus ? Il y a peut-être des fonctions du monde qui sont utilisées pour autre chose, qui sont détournées pour faire ça. Tout ça, c'est fondamental. Et ne pas aller dans ce niveau de détail, de compréhension de ce que du cas qu'on cherche à résoudre, nous on pense que c'est une source de cette imprécision-là, c'est une source de perte de temps. C'est-à-dire qu'on va par la suite faire un travail de discovery qui en fait va être complètement inutile. Enfin, une partie va être inutile, on va se perdre dedans, c'est ça le côté marécage, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on cherche. Alors que quand on va dans ce niveau de détail-là, d'un seul coup, on va se rendre compte qu'en fait, il y a plein. Peut-être que la solution, elle existe déjà, et c'est une autre fonctionnalité du monde qu'il faut renommer, si ça se trouve. Ou peut-être que, en fait, il y a déjà une fonctionnalité du navigateur qui résout déjà très très bien ce problème. Et il va falloir se poser la question, comment est-ce qu'on arrive à faire mieux ? Parce que si on fait pareil, alors que les gens ont déjà trouvé une solution, bah en fait, ça ne sert à rien. On va peut-être aussi se rendre compte qu'en fait, les gens n'ont pas de solution alternative. Et moi, quand c'est le cas, quand on parle d'un cas d'usage et qu'on n'arrive pas à décrire ce que les gens font, en l'absence de solution, j'ai toujours un doute sur le fait que c'est un vrai problème à résoudre. Je me dis, mais si un tout petit peu de friction, ça les empêche d'accomplir leur objectif, je ne suis pas sûr qu'en leur apportant la solution parfaite, ils seraient en fait vraiment intéressés. Ça, c'est un exemple voilà, de livrable précis, dans un cas concret, qui, à notre sens, fait la différence entre définir vaguement un cas et le définir avec beaucoup de précision. Et celui-là, comment vous l'appelez, ce livrable-là ? Donc on l'appelle le first use case, qui a une histoire particulière, parce que c'est un peu le début de notre collaboration avec Tristan chez PayPal, où on avait mis le doigt sur cette importance-là du first use case. Et il s'appelle first use case parce que l'acronyme, ça fait FUC. Et comme on était dans une boîte anglaise, on posait tout le temps la question what the fuck, qui dans une entreprise comme comme PayPal est un peu un crime de lèse-majesté, qui est une boîte très puritaine, etc. Mais c'était volontaire en fait. Le fait de choquer un peu, d'interpeller, c'était une manière en fait d'attirer l'attention sur le fond. Donc voilà, donc c'est ça le first use case. Il y avait un peu de marketing dans ta méthode déjà. Complètement. Oui. En fait, si on pense que dans les projets produits, il y a besoin de réfléchir au fond comme à la forme, on s'applique la même rigueur, complètement. Ouais. Justement, tu as parlé de votre entreprise PayPal et donc qui avait ses particularités, ses singularités. Je pense que là, votre méthode, elle est très intéressante parce qu'elle est très concrète. Néanmoins, maintenant, j'imagine que pour les gens qui sont ici, ils se posent la question de la manière dont ils pourraient l'appliquer dans leur entreprise. Est-ce que le contexte de l'entreprise est important pour que votre méthode réussisse ? Est-ce qu'il y a des entreprises pour lesquelles elle est plus conçue que pour d'autres ? Est-ce qu'il y a des prérequis qui sont nécessaires pour c'est les entreprises qui veulent appliquer la méthode ? Est-ce qu'il faut avoir déjà construit certaines fondations ? Voilà. On a volontairement enlevé beaucoup d'éléments de contexte d'application de la méthode chez Blablacar parce qu'on pense que ces éléments de contexte ils sont spécifiques à Blablacar, mais qu'en fait il y en aurait d'autres dans d'autres entreprises. Donc oui, je ne crois pas que la méthode elle dépende d'une organisation ou d'une entreprise. Avec Rémi, on fait régulièrement du mentoring, on discute avec des très jeunes startups, donc avec très peu d'équipes dedans. Et en fait, on applique la méthode de la même façon. On commence même à la partager à des gens qui se lancent dans une entreprise qui n'a rien à voir avec le digital. Et finalement, on se rend compte que le fond de la méthode, c'est de se poser des questions. C'est de poser quasiment 7 questions auxquelles il s'agit juste de répondre pour apporter de la clarté au projet et à la direction qu'on veut prendre. Et ça, se poser 7 questions, ce n'est pas dépendant d'une organisation, c'est juste une habitude. Alors, il y a des questions qui peuvent être parfois difficiles à répondre si on n'est pas clair, mais tout est un principe de clarification.
Dernièrement, on aime beaucoup les métaphores et on aime bien voir les parallèles avec le monde physique et on se rendait compte que le jeu Qui est-ce, je pense que tout le monde a joué à Qui est-ce un jour, et on se disait, mais en fait, Qui est-ce, c'est assez proche de Discovery Discipline. Le principe de Qui est-ce, c'est de trouver le personnage parmi du bruit d'autres personnages et on pose des questions au fur et à mesure qui nous permettent d'enlever des possibilités jusqu'au moment où finalement on a suffisamment posé de questions pour arriver à la dernière personne et puis on a fini ce jeu. C'est un jeu auquel on joue avec les enfants, mais je pense qu'il y a des stratégies. Je pense que c'est pas si on peut aller probablement un peu plus loin dans le qui est. C'est pas les échecs, mais il y a des choses à faire. Et donc la méthode, c'est un petit peu ça, c'est poser des questions pour enlever le bruit et apporter de la clarté. Donc avec des jeunes startups, on se pose ces questions-là. Quelle est en fait la cible précise de ton business? Quel est le use case que tu as envie d'adresser principalement chez tes clients? Comment tu pitcherais ta stratégie ou ton entreprise? Voilà, donc ça fonctionne, je crois, à tous les niveaux. Il y a peut-être une spécificité, c'est qu'elle est très user-centric. À chaque étape, on a un point de vue utilisateur. On cherche beaucoup à ramener ce point de vue. Et dernièrement, donc chez Malte, j'applique la méthode aussi. En tout cas, je suis en train de l'évangéliser. Et un projet qui visait un intérêt exclusivement pour l'entreprise, qui concernait des histoires de hacking, voilà, mais de choses pour lesquelles les utilisateurs, en fait, ils ne le voient pas, ça ne les impacte pas, ça a juste un impact sur des revenus. Et sur ce sujet-là, je voyais bien que, en fait, on enlevait une partie du fond de la méthode qui était d'aller chercher la positionnement utilisateur parce qu'il n'y en avait pas. En fait, les gens s'en fichent complètement. C'est pas leur problème et ça les impacte pas, quand bien même ce ne sont pas des hackers. Donc voilà peut-être une subtilité que je creuse maintenant, qui est les projets sur lesquels l'utilisateur n'a pas d'importance. Et donc ça, voilà. Je pense qu'on trouvera des solutions. Il y a d'autres étapes qui conviennent, mais je sentais bien que c'était là-dessus qu'il y avait une toute petite divergence. Très bien. Peut-être qu'il y a des projets particuliers pour lesquels la méthode ne s'adapte pas. En termes de contexte d'entreprise, à ce stade, moi j'ai développé un niveau de confiance qui me permet de dire je défie qui que ce soit de m'apporter le contexte d'entreprise pour lequel la méthode ne marche pas. Et en fait, je serais ravi de l'apprendre parce que je découvrirais quelque chose que je ne sais pas. Mais aujourd'hui, la méthode, avant même qu'on publie le livre, en fait, on la partage avec beaucoup de monde. Là, depuis qu'on a sorti le livre, on passe beaucoup de temps à rencontrer des gens. J'ai pas encore rencontré ce contexte. Parce qu'en fait, les questions, si on essaie de les simplifier au maximum, elles consistent à dire quel est l'objectif du projet, qui est-ce qu'on cherche à toucher, quelle histoire on leur raconte. Je ne connais pas le contexte dans lequel ces questions-là, elles sont pas importantes. Donc c'est pour ça que le livre, il est beaucoup plus petit que ce qu'on aurait pu raconter, parce que je crois qu'on a enlevé énormément de choses qui étaient très spécifiques au contexte chez PayPal et chez Blackout notamment, dans lequel il a été créé. Donc ce qu'on espère, ce qu'on croit, c'est que ce qui reste, ce sont des choses assez universelles. Ok, alors du coup, je vais en profiter pour vous poser des questions sur le contexte, puisque justement, c'est pas forcément dans le bouquin. Je pense qu'il y a une problématique qui est appréhendée peut-être par certaines des équipes qui sont ici, c'est comment tu arrives à convaincre l'organisation dans laquelle tu te trouves que la discovery, c'est quelque chose sur lequel il faut investir. Ça peut s'incarner, enfin des résistances peuvent s'incarner de différentes façons. Donc ça peut être d'abord, autant on identifie assez bien la delivery, et même il y a une forme de maturité, on en parlait au début, qui s'est installée sur le delivery. Donc ça peut être des gens, des parties prenantes qui considèrent qu'on n'a pas assez de temps ou d'argent pour investir dans la discovery. Ou ça peut être aussi un fondateur ou le directoire qui a une idée, déjà une haute idée de ce qu'il faut faire. Et peut-être sans réduire non plus à aller dans la caricature du fondateur ou de celui qui gagne le plus d'argent et qui décide. Aussi, si on est dans cette boîte qui a été fondée par quelqu'un et chez qui on a choisi de signer, c'est que peut-être qu'ils ont des bonnes idées ou des intuitions, mais comment en fait tu peux utiliser ça aussi pour travailler la discovery. Et en fait, un peu, c'est quoi le bâton de pèlerin du product manager ou du product designer qui veut essayer de la mettre en œuvre? Tu veux raconter chez Malte, peut-être? Ouais. Alors déjà, d'une manière un peu générale, ça s'appelle discovery. Et je crois que je le disais tout à l'heure, discovery, invention. Je pense que c'est un mot qui fait peur. Combien de temps il va vous prendre de découvrir? Qu'est-ce que vous voulez découvrir? C'est un peu flou, discovery, en fait. On n'est pas non plus sûr de trouver. Inventer, c'est encore pire, mais découvrir, c'est pas non plus évident. Donc, on utilise ce mot-là parce que c'est le standard mondial, donc c'est discovery. Mais j'insiste sur la partie clarification. En fait, c'est un process de clarification. Et donc, pour avoir travaillé dans des entreprises
où on a un fondateur visionnaire qui a des excellentes idées et qui s'attend à ce qu'on les exécute, il y a toujours, malgré tout, ce décalage entre, bon, j'aimerais qu'on fasse ça, alors on y va, on commence à le faire, on le fabrique, on le dessine, ah non, mais c'est pas exactement ça que je voulais, c'est dans la direction, c'est ça, etc. Et on fait ces allers-retours, et on se rend compte qu'en fait, oui, bah, l'idée est bonne, par contre, il fallait la clarifier. Voilà. Donc ce process de discovery, c'est un process de clarification qui peut démarrer à partir d'une idée très précise d'un fondateur visionnaire ou qui peut démarrer à partir d'une exploration ou de quelque chose qui est beaucoup plus organique selon les cultures d'entreprise. Donc sur ces sujets-là, en tout cas, l'approcher sur le côté clarification, c'est déjà une façon de l'évangéliser. Après, il y a d'autres choses. Donc oui, je l'applique chez Malte en ce moment. Donc là, maintenant, je suis face de nouveau au challenge de mettre en place ce process. Alors, c'est pas l'environnement le plus compliqué pour faire ça. J'en suis bien conscient. Parce que c'est quand même une boîte tech, c'est quand même une boîte orientée produit. Néanmoins, il n'y a pas de process aujourd'hui de discovery. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur d'homogénéité du travail du produit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les entreprises, elles créent des squads, ou en tout cas des feature teams, en tout cas elles se divisent en équipes, et puis on a envie malgré tout que les équipes travaillent un petit peu de la même façon, parce que l'homogénéité d'une expérience produit, elle est aussi le reflet de l'homogénéité de la culture produit à l'intérieur de l'entreprise. Donc si chaque squad ou chaque feature team pense les choses de manière différente, certaines très centrées utilisateurs, d'autres pas du tout, peut-être certaines très portées sur les prototypes et d'autres très peu, etc. Ça va construire des petites briques qui ne seront pas les mêmes dans l'expérience produit. Et d'une certaine manière, on va le sentir. Ça ne va pas être une expérience comme on dit seamless, sans couture. J'aime beaucoup cette idée-là. Ben voilà, il va y avoir des coutures. Donc déjà, cette harmonisation, elle est importante. Elle permet aussi de faciliter les discussions entre les équipes, parce qu'on crée un vocabulaire commun et un référentiel commun. Donc chez Blablacar, on dit mon projet il est en phase observe. Et n'importe qui sait ce que ça veut dire et sait aussi ce que tu attends, ce que tu as besoin dans ton projet observe. Donc ça permet aussi aux équipes de se mélanger, de travailler ensemble ou plus ensemble et de changer de squad. Voilà. Et puis, peut-être dernier point, c'est que ça crée un levier culturel, c'est-à-dire que chez Blablacar, faire évoluer la pratique produit, ça passe par faire évoluer la méthode. Et donc on fait évoluer la méthode, et donc toute la pratique produit, puisque tout le monde utilise la méthode, tout d'un coup évolue dans un sens, dans un autre. Donc c'est un vrai outil de pilotage culturel dans l'entreprise, une fois que tout le monde l'a appris. Et donc on se sert de ça aussi pour onboarder les nouveaux membres, les nouveaux employés chez Blablacar, puisqu'on a un référentiel culturel. On dit écoute, si tu rentres dans l'équipe, voilà le référentiel, voilà comment on travaille, tu te l'appropries et tu sauras travailler très rapidement avec n'importe qui dans l'entreprise. Voilà tous les leviers qu'on peut utiliser pour évangéliser. Super. Pour rester dans le contexte, du coup, il y a un angle que votre bouquin ne traite pas, parce que vous avez dit que de toute façon, vous avez essayé justement de mettre le contexte à part, mais je vais continuer un peu à rester là-dessus. C'est un peu la question de la répartition des rôles et des responsabilités au sein du process de discovery. Moi, il y a une ou deux petites choses qui m'ont marqué, notamment, tu l'as évoqué, le rôle important du marketing et donc du rôle du product marketing manager qui peut intervenir à un moment donné au sein du process du discovery. Mais en fait, il y a 7 étapes. Est-ce qu'il y en a qui sont plus celles, l'apanage d'un product manager ou d'un product owner, d'autres plus celles d'un product designer, ou encore d'autres d'un product marketing manager ou d'un UX researcher? Et j'ai trouvé aussi que les développeurs étaient relativement peu mentionnés dans votre livre. Donc, est-ce que c'est parce que vous considérez qu'ils n'ont pas tellement de rôle dans le process de discovery, ou alors seulement dans quelques contextes clés? Voilà, c'est un petit peu cette question des rôles et des responsabilités. Alors effectivement, en fait, il y a une première version du livre qu'on avait écrite où il y avait énormément de détails sur qui fait quoi à quel moment, et on l'a enlevé non pas parce que c'était pas juste, c'est juste que c'était très très spécifique à Blablacar, et on imaginait très très bien dans d'autres entreprises qu'on connaissait que le découpage se ferait différemment et ce serait pas moins bien, ce serait la même méthode mais avec des rôles différents. Les rôles que tu cites, ils ont des troncs communs et ils ont aussi beaucoup de
de flou en fait d'une entreprise à l'autre. Donc, que fait un product manager versus un designer selon les boîtes, il peut y avoir un peu de différence. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'est pas engagé sur ce terrain-là. Ce qui est plus important pour moi, c'est plutôt de quelle expertise on a besoin à quelle étape. Donc effectivement, chez Blablacar, par exemple, tout le monde n'est pas impliqué de la même manière à toutes les étapes. Et un product marketing manager, donc toutes les entreprises n'en ont pas, mais nous, chez Blablacar, on en a. Par exemple, ils sont évidemment non seulement impliqués, mais même c'est eux qui définissent la troisième étape qu'on appelle claim, où il faut définir comment est-ce qu'on va raconter l'histoire. C'est pas qu'ils sont impliqués, c'est que c'est eux qui ont la responsabilité de cette étape-là. Comment on fait Ou le livrable est un tweet, c'est ça? Exactement. De 280 caractères. Oui. Ok. Exactement. Et pourquoi? Parce qu'on pense qu'il faut être capable de raconter de manière concise une histoire qui permettrait à l'utilisateur qu'on a identifié avant quelle est la solution qu'on compte apporter à son problème. Si on n'a pas de product marketing manager, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. C'est juste que c'est cette sensibilité-là, cette expertise-là qui aura de la valeur à ce moment-là. Et donc, c'est un peu comme ça que nous, chez Blablacar, en tout cas, on réfléchit à la répartition des rôles. C'est plutôt essayer de se dire qui, naturellement, pourrait soit contribuer à la réflexion, soit serait en bonne position pour décider. Et ça peut dépendre des boîtes aussi. Comment est-ce que les décisions sont prises? On n'est pas convaincu que la meilleure manière de décider, c'est toujours, on va s'assurer qu'il y a l'unanimité autour de la table. C'est plutôt qui serait dans la meilleure position pour décider. Donc là, on voit bien que vu qu'on cherche à regarder le problème dans des angles différents, selon l'angle dans lequel on regarde, potentiellement, c'est une personne différente qui va être amenée à trancher. Et donc, chez Blablacar, ça peut varier selon les entreprises, mais chez Blablacar, chacune des étapes, il y a des rôles qui changent. Une personne qui est plus ou moins impliquée, une personne qui est plus ou moins dans un rôle de décision. Sur le sujet de l'expertise technique, il y a deux choses. D'une part, il y a plein de moments où une expertise technique peut avoir de la valeur. Mais l'autre partie, c'est que commencer trop tôt par des sujets de faisabilité, technique notamment, ça peut un peu brider l'identification de la bonne solution. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas énormément mis en avant. Ceci dit, il y a une étape dont parlait Tristan tout à l'heure, qui est l'étape style, donc qui veut dire c'est le moment où on va essayer d'identifier des bouts de solutions autres qu'on pourrait réutiliser. Enfin, ça veut dire voler. Oui. Absolument. On pourra expliquer après d'où ça vient, mais cette étape-là, elle est souvent très pertinente pour des personnes qui ont une expertise technique, parce qu'en réalité, un développeur informatique, il est expert de cette pratique-là. Et donc sa capacité à identifier des bouts de code qui existent ailleurs dans la même application pour les réutiliser, souvent ces personnes-là sont très très bonnes à ça. Donc ça c'est un peu un bon exemple de. Non, le point commun de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire à telle étape et qui serait susceptible d'avoir un appétit pour ou une expertise qui rendrait cette personne-là une bonne contributrice, quoi. Et donc à chaque entreprise d'identifier par rapport à sa structure ça pour mettre les bonnes personnes, d'accord? Oui, exactement. Et la beauté d'une méthode, comme l'expliquait Tristan, systématiquement déployée partout, c'est que ça permet de développer des discussions précises autour de ça. Si on se dit, si on n'a pas de méthode de discovery, c'est très difficile de se dire, mais attends, moi du coup j'interviens quand, en tant que marketing, etc. Chez Blablacar, on peut dire, toi, product marketing manager, tu es impliqué à tel moment et tu es décideur à tel endroit. Tu ne peux pas le faire si tu n'as pas une méthode finement découpée, précise en termes de qu'est-ce qu'on cherche à faire à tel instant, quoi. Alors, il y a un point sur lequel j'aimerais bien aussi vous interroger, sur lequel vous ne parlez pas énormément dans votre livre, c'est l'articulation entre la discovery et la delivery. Parce que ça, c'est parfois un point de complexité. Nous, dans les équipes du Monde, on s'interroge encore pas mal sur comment on articule ces deux phases. Est-ce que, vous systématisez bien justement ce process de discovery. Donc, nous, on se demande, par exemple, est-ce qu'on doit avoir deux roadmaps, une roadmap de discovery et une roadmap de delivery? Est-ce qu'on doit communiquer sur les deux? Si la discovery accouche d'une souris, est-ce que c'est pertinent de communiquer sur une roadmap de discovery? Est-ce qu'on a le droit de commencer des développements pendant le processus de discovery, ou est-ce qu'on doit attendre que les 7 étapes soient parfaitement validées? Mais du coup, est-ce qu'on ne se trompe pas un peu dans le cycle en V si on fait ça?
Voilà, c'est un peu cette articulation-là entre les deux. Est-ce que vous avez des pistes ou des conseils dans votre pratique? Oui, on a quelque chose qu'on peut partager. La première chose, c'est que il y a une imprécision dans le livre dont on s'est rendu compte, c'est que à la fin de la méthode, on explique que si on a validé, enfin si on s'est mis d'accord sur le fait que c'est la bonne solution, on passe en delivery. L'imprécision, en fait, c'est que chez Blablacar, c'est pas vrai que tous les projets qui atteignent un niveau de maturité élevé en termes de discovery passent en delivery. Il y a un phénomène à ce moment-là qu'on n'écrit pas dans le livre parce qu'on pense que c'est pas l'objet, qui est un phénomène de priorisation de roadmap. Et clairement, ce que le travail de discovery permet de faire, c'est d'avoir une vision claire de voilà toutes les choses qu'on aurait envie de faire. Mais souvent, dans beaucoup de boîtes, on ne peut pas tout faire, donc il va falloir prioriser en fonction de l'impact potentiel, le coût technique, etc. Donc ça, il y a un filtre en fait qui a lieu entre les sujets de discovery et les sujets de delivery. Est-ce qu'on peut commencer le développement pendant la partie de discovery? Oui, en fait, on peut tout faire. La question, c'est quel est le risque qu'on prend, quoi. Et donc, il y a certains projets qui s'y prêtent parfaitement bien, où le travail de discovery va être peut-être fait de manière courte, où il y a déjà plein de choses qu'on sait, qu'on ne cherche pas à challenger dans la solution. Et donc, il y a un travail d'architecture, par exemple, technique, qui peut commencer parce que on s'engage dans un travail de discovery qui ne vise pas à le challenger. On peut aussi faire un pari qu'on va partir dans telle direction pour prendre de l'avance côté technique. Et puis, peut-être qu'on changera d'avis en cours de route et on verra à ce moment-là. Là où je pense qu'on ne retombe pas dans le cycle en V que tu décris, où en fait on passe des plombes dans un processus d'imagination et on essaie de tout préciser à l'avance et ensuite uniquement on va le coder, c'est que ce travail de discovery il peut se faire de manière très découpée. C'est-à-dire qu'un immense projet, on peut le découper, tiens, on commence par quoi? Et puis on commence par faire un travail de discovery autour d'une première fonctionnalité. Et puis quand on l'a identifié, on peut commencer à bosser dessus d'un point de vue delivery. Et si ça se trouve, il y aura 50 projets comme ça. Les cycles en V, le gros problème, c'était que personne n'arrivait à comprendre ce que la somme de toutes les fonctionnalités mises bout à bout allait créer comme complexité totale. Donc, je pense que l'agilité a apporté beaucoup de bien par rapport à ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de faire un peu de travail de discovery. Et donc voilà, donc je pense que c'est assez compatible. Très bien, on arrive à la fin du talk, donc j'ai une dernière question. Votre livre, c'est pas un produit numérique, mais c'est un produit, un bien ou un service qui est censé satisfaire un besoin. Donc, est-ce que vous avez appliqué votre méthode à l'écriture de votre livre? Et déjà, est-ce que vous pouvez nous en parler? Et maintenant qu'il a été écrit, qu'il est sorti depuis quelques semaines, c'est quoi les réussites que votre méthode avait potentiellement identifiées? Et au contraire, est-ce qu'il y a déjà eu des échecs qu'elle n'avait pas permis de déceler? Sur l'application de la méthode, je crois qu'au début, non. Et au début, pour dire vrai, au début, c'était même pas l'ambition de faire un livre. C'était plus l'ambition de poser sur le papier des choses qui nous passionnent, des choses sur lesquelles on réfléchit depuis bien longtemps. Et donc ça n'a pas commencé avec quelque ambition que ce soit, quelques cibles, quelques utilisateurs prévus. C'était vraiment un travail quasiment personnel pour poser ça. Mais au fur et à mesure, c'est venu, oui. Et on s'est posé cette question, on s'est dit, bon sang, on est en train de construire quelque chose, ça prend forme, mais on n'applique pas la méthode à nous-mêmes. Et donc, oui, on a commencé à se l'appliquer. Et je crois qu'on l'applique maintenant sur énormément de domaines. En fait, quand on discute ensemble, donc on se parle sur WhatsApp, tiens, tel sujet, tel truc, tel post, voilà. Et finalement, on commence à prendre vraiment l'habitude de dire méthode. Et donc, c'est pour ça aussi que j'insistais tout à l'heure sur le fait que c'est une méthode qui va, à mon avis, fonctionne très bien en dehors même de l'idée du produit numérique. C'est parce que c'est simplement une stratégie pour faire les choses bien et pour dérisquer les choses. Donc oui, on se l'applique, on se l'est appliqué peut-être à la moitié ou aux 2/3 de l'écriture du livre. On a commencé à réaliser que ça pouvait devenir un livre et pas juste un travail personnel. En termes d'expérience là-dessus, je crois que ce qui est le plus difficile, c'est la dernière phase, c'est la phase decide, parce qu'on se rend compte que quand c'est son propre produit, toutes les bonnes leçons qu'on peut donner sur la prise de décision, il faut trancher, quand c'est son produit, c'est beaucoup plus difficile de trancher.
en particulier terminés. Et donc c'est vrai que tu parlais de TIGA tout à l'heure, ils nous ont énormément aidés là-dessus parce qu'ils nous ont aidés à dire maintenant c'est terminé, maintenant il faut décider. Donc je vois nous qui prêchons l'importance de la décision, là on avait bien du mal à le faire parce qu'on voulait toujours plus, on se disait c'est pas assez bien, on veut corriger, puis on écrit un livre et on se rend compte au fur et à mesure que on se redécouvre soi-même parce que le travail d'écriture c'est un travail beaucoup plus fin finalement qu'un travail de design classique où on fait des écrans. Et donc, on se dit, non, en fait, il faut qu'on réajuste, etc. Donc, on a découvert en quoi la méthode nous aidait et en quoi elle était difficile, plus on est attaché à notre produit. Et après, en termes d'attente, je crois que pour le moment, très honnêtement, on n'a que des bonnes surprises. On ne s'attendait pas à notre KPI de départ. Il était bien moins haut que ce qui se passe. Et donc, ça, c'est une excellente surprise. On ne pensait pas que... tu le disais, il y avait peut-être un besoin quelque part, mais on l'avait, je crois, pas identifié exactement comme il était. Donc, on n'avait pas fait le travail parfait de discovery. Peut-être en tout cas, ça c'est mon interprétation. Je crois que j'avais sous-estimé l'importance de la communauté digitale, produit digital, la French Tech, ou voilà, il y a plein de mots pour ça. J'en entends parler. Chez Blablacar, on a été un peu bercé à ça. Il y a une vraie culture de partage chez Blablacar. Je pense que ça a été une entreprise qui était un peu le bateau phare des startups. On dit la première licorne, mais il y a aussi énormément cette culture de, en fait, il faut partager. Voilà, il n'y a pas de sens d'être tout seul. Et ça, je crois qu'en tout cas, moi, j'avais sous-estimé la dynamique et l'intérêt de la communauté française pour un ouvrage français. Parce que finalement, des ouvrages sur la discovery, on a des spécificités. On le disait tout à l'heure, la partie très focus, livrable, très actionnable, ça c'était notre volonté. Donc peut-être que ça plaît, probablement. Mais je crois aussi qu'il y a une dynamique de la communauté tech française qui se dit, ça y est, on a un ouvrage un peu pratique, un peu technique sur notre domaine. Et donc ça a créé un appel d'air et celui-là, on ne l'avait pas identifié dans notre phase de discovery. Il y a plein d'exemples d'application de la méthode à la rédaction du livre, même si c'est venu plutôt sur le tard. Mais quand on regarde la couverture du livre, Discovery Discipline, la méthode radicale pour exceller en product discovery, je ne sais pas combien de caractères ça fait, mais c'est pas mal comme tweet pour nous en fait. Et honnêtement, la quantité de temps qu'on a passé sur ça, sur ces mots-là, maintenant ça paraît fluide, mais ça aurait pu être largement pire. Et on a vraiment exploré beaucoup de choses. Le sujet du cas d'usage, on y a beaucoup réfléchi. Tristan, il dit souvent que c'est un livre qu'on a conçu, que tu peux aussi bien lire dans ton canapé quand dans un atelier de travail. Ça c'était parce qu'en fait nous là où on n'a pas été très rigoureux, c'est qu'on avait deux cas d'usage très différents. Il y en a un, c'est tu lis le livre d'un coup. Donc il fallait que ça soit vraiment un livre qui soit agréable à lire, y compris en termes de mise en page, mais aussi de style d'écriture, etc. Mais c'est aussi un livre pratique. Et donc c'est un livre que tu dois feuilleter en disant attends, il y a telle activité, je vais revenir là-dessus, etc. Donc oui, il y a beaucoup de choses qu'on recommande dans la méthode, qu'on s'est appliquées à nous-mêmes. Et en ce moment, on est en train de réfléchir. Donc il y a Hugo, le fondateur de TIGA, qui est dans la salle. On est en train de discuter avec TIGA d'un événement lié à Discovery Discipline à la rentrée. Et on y réfléchit toujours de la même manière. Quel serait un objectif de succès? À qui est-ce qu'on s'adresse? Comment est-ce qu'on va en parler, etc. Pour l'anecdote, il y a une activité qu'on ne recommande pas dans le livre, en fait, parce qu'on a oublié, mais je peux la donner ce soir parce qu'on l'a utilisé pour Discovery Discipline. C'est donc au début du projet, on incite les gens à définir un critère de succès. Pour ce soir, ça pourrait être, je sais pas, le nombre de personnes qui sont venues en présence assister à la discussion. Et donc, pour nous, ce qui est important, c'est pas simplement de définir cette métrique-là, mais de donner un chiffre. Donc, par exemple, peut-être qu'on aurait pu dire un succès, ça serait d'avoir 50 personnes, j'en sais rien. Une activité qui est très rigolote et qu'on a fait, donc avec Hugo, Tristan, moi et Céline, la directrice marketing, c'est qu'on a organisé un pari sur le nombre d'exemplaires qu'on allait vendre la première semaine. Alors, je ne vais pas révéler le chiffre, ni des paris, ni de ce qui s'est passé, à part le fait que j'ai gagné ce pari. Mais ça, c'est un exercice qu'on recommande, et là, pour le coup, c'est vraiment de la pratique de l'OLACA, qu'on recommande pour les équipes. C'est très rigolo à faire. Quand on travaille sur une fonctionnalité, avant de la mettre en production, d'organiser un pari de qu'est-ce qu'on pense qui va se passer.
Et en plus, ça aide les équipes à devenir meilleures dans leur capacité à prédire l'impact du travail qu'elles font. Donc voilà, donc ça c'est un truc qu'on a fait juste avant le lancement du livre. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il est temps qu'on passe la parole au public, du coup. On va vous apporter des micros. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser une question. Je vous propose, si vous le souhaitez, de vous présenter. Si vous avez envie seulement, vous pouvez éventuellement dire votre fonction et où vous travaillez, si ça vous dit, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Je démarre. Bon. Bonjour. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Bon, Quentin m'a volé ma question, lâchement, concernant le cycle en V. Donc ça va très bien, vous avez répondu. Pour le coup, c'est vrai que comme ça, définir autant le discovery et le distinguer du delivery, ça peut faire penser à un cycle en V. Donc merci pour la précision. Mais du coup, vous êtes forcément là pour promouvoir un peu cette méthode. Mais quels sont les risques de dérive potentielle si toutefois, dans cette méthode, on ne l'applique pas comme il faut, on ne la comprend pas spécialement? Ça nous arrive tous les jours d'essayer d'appliquer une méthode et de déclencher une dérive qui est complètement incontrôlable. Donc selon vous, quels sont les risques de mauvaise mise en place de cette méthode? Je précise pour le public qu'il s'agit de Sacha Morard, le CTO du Monde. Je suis gêné du coup maintenant. Alors, l'un des risques que je vois, c'est de ne pas avoir décidé à l'avance du temps qu'on allait accorder à chaque étape. Donc l'un des risques, c'est de passer un temps énorme sur les étapes, parce qu'en fait, on définit ce livrable, mais dans la méthode, on ne définit pas combien de temps il faut passer sur chaque étape, parce que ça dépend des projets, ça dépend de l'ambition du projet, ça dépend aussi de la clarté qu'on peut avoir sur chacune des étapes. Peut-être le tweet, il vient vite parce qu'on est hyper clair, etc. Et donc, ça demande quand même beaucoup de discipline, c'est-à-dire dès le départ ou très tôt de se dire attends, c'est de la discovery, c'est dangereux, ça peut glisser. Qu'est-ce qu'on se donne comme temps? Donc ça fait une première estimation de temps qui est en fait la livraison finale, et ensuite un découpage de ce temps-là en fonction des étapes. Ça ne veut pas dire que c'est un découpage ISO pour chaque étape. Ça veut dire se mettre d'accord en disant bon voilà, on va faire la partie tweet, celle-ci, on lui accorde une semaine. Et une semaine, ça veut dire que on ne va pas faire peut-être de focus group dans les étapes, dans les activités qu'on propose. Il y a des choses qui peuvent prendre beaucoup de temps. Parce que peut-être que cette phase-là, elle est clé pour le succès du projet, donc on va y accorder du temps. Parfois, on se dit moins, et donc il faut accepter d'utiliser des raccourcis et de se dire on va vite au tweet pour passer à la suite. Donc, je prends le tweet, c'est valable pour toutes les étapes. Hein. Donc dans le timebox, qui est le premier livrable, c'est l'étape frame, on a plusieurs éléments à remplir, dont le timebox. Et je crois que celui-là, il faut y accorder de l'importance pour justement pas que ça dérive, parce que ça peut être vraiment un risque dans la méthode. Peut-être un deuxième risque, c'est de prendre les différents livrables de manière en débranchant son cerveau, quoi. C'est-à-dire de prendre ça comme une obligation administrative. Ah bah tiens, il faut que je remplisse les trucs, bah je remplis les cases, etc. Et de pas apporter de jugement. En réalité, on s'est rendu compte que les livrables ne sont rien d'autre que d'un miroir qui renvoie à l'équipe le niveau de clarté qu'elle a sur la question qu'elle a à se poser. Mais le livrable ne donne pas la réponse. Et le livrable, c'est difficile en soi de savoir s'il est au bon niveau. En fait, c'est à l'équipe de juger ça. Donc il faut avoir un regard critique sur notre niveau de clarté à un instant T. On pense que le livrable, il aide. Mais si on se contente de dire bah tiens je remplis les trucs et puis ça me permet d'avancer plus vite, j'ai l'impression que la méthode en fait elle apporte pas beaucoup de valeur. À la rigueur c'est presque beaucoup de formalisme pour pas grand chose. Donc voilà, donc c'est de comprendre quelle est l'intention qu'il y a derrière le livrable et puis d'essayer de se dire est-ce que c'est un niveau de clarté qui semble suffisant pour avancer. Voilà, ça c'est un autre risque qui peut arriver. Bonjour, je suis product owner au Monde. J'ai vu que vous invitiez vraiment les personnes qui commencent à mettre en place cette méthode dans leur entreprise à vous faire des retours, des feedbacks sur ce qu'ils ont vécu. Est-ce que dans tout ce que vous avez pu recevoir et échanger depuis la sortie du livre, il y a des choses importantes que vous vous dites qui pourraient faire l'objet d'une nouvelle itération du livre que vous vouliez rajouter dans votre livre? Oui, il y en a une en particulier. C'est tu parlais de contexte, Quentin, c'est le contexte B2B.
Dans une entreprise où mon utilisateur est un professionnel et pas un particulier, on se rend compte que peut-être pas tant dans les livrables que dans les activités qu'on recommande, il en manque un certain nombre. Donc c'est pour ça qu'on est déjà en train de réfléchir à une nouvelle édition du livre qui, justement en s'appuyant sur les conversations qu'on est en train d'avoir en ce moment, en rencontrant beaucoup de gens, on va être capable de l'enrichir. Donc voilà, ça c'est un axe qui est très lié au contexte dans lequel on a fait émerger cette méthode-là chez Blacard. Il y a une petite dimension B2B, mais elle est vraiment faible chez Blacard. Et donc on a un peu, voilà, on avait un biais par rapport au sujet très orienté consommateur. Donc ça c'est un premier petit manque. Le manque, il n'est pas sur les fondamentaux, les questions qu'on cherche à se poser sont les mêmes, mais la manière d'aider à y répondre, là, on a sûrement des choses qu'on aimerait rajouter. Ouais. Il y a des questions, la question dont on a parlé tout à l'heure, qui est comment on répartit les responsabilités. Donc celle-là, elle est quasi systématique. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question, on l'a fait consciemment dans le livre de l'enlever pour éviter de bloquer et que le lecteur se dise non, mais en fait, ça, moi, je ne travaille pas dans une entreprise comme ça, donc ça ne marche pas. Ceci dit, c'est une question qui revient quasi systématiquement et qu'il faut clarifier. Qui est honneur de quoi? Comment est-ce que le process s'intègre dans nos process actuels? Alors, on reçoit, là, c'est hyper intéressant, des pages Notion qui commencent à intégrer les différentes étapes. Donc, voilà, comment est-ce que pratiquement je mets en place cette structure pour que les gens puissent la suivre? Avec quels outils? Et puis, on a des questions aussi sur quels sont les moments de review de ces étapes. Voilà. Est-ce que je dois montrer toutes mes étapes? Est-ce que je dois montrer que mon livrable? Est-ce que je dois inclure aussi mes stakeholders plus tôt dans le process? Voilà, ça c'est des questions qui viennent aussi. Donc, c'est vraiment des questions de mise en œuvre vraiment pratique au quotidien. Donc, ils ont les activités, ça, c'est assez clair. Et puis, en plus, chacun a ses activités qu'il préfère aussi. Donc, pas de gros sujets là-dessus. Les livrables sont suffisamment clairs pour finalement pas générer beaucoup de questions. Mais ensuite, comment est-ce que tout le monde s'organise autour de la méthode? Ça, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Je pense qu'en accumulant des perspectives différentes, ça nous permettra aussi de partager à la communauté un petit peu les pratiques qu'on voit se mettre en œuvre. Parce que là, clairement, nous, on recommande la méthode. Par contre, les modèles d'application, je crois qu'on va en découvrir énormément et ça va être très intéressant pour les mois qui viennent. On attend bien sûr vos feedbacks aussi sur comment ça fonctionne dans vos équipes et au monde. Tout ça, c'est extrêmement enrichissant. Et je parlais de la communauté tout à l'heure, et je crois que c'est, en tout cas, la suite de l'histoire, elle passe par là. Elle passe par l'idée que voilà, la méthode, c'est une espèce d'architecture. On la partage, et ensuite, la suite de l'histoire, c'est la communauté qui va l'écrire, avec chacun qui l'adapte, chacun qui trouve des variations, des nouvelles idées. Peut-être un autre retour c'est plus une analyse qu'un retour direct qui a été fait, mais on a fait un choix éditorial pour le coup dans le livre qui est de prendre un exemple qu'on déroule pendant tout le livre, qui permet de rendre très concret ce dont on parle. Le choix de cet exemple-là, il a une vertu, c'est que il permet de mettre en avant un projet très costaud, avec plein de complexité, avec plein d'activités, aussi plein de temps. Il a un inconvénient, cet exemple-là, c'est qu'il donne l'impression que la méthode, elle peut être beaucoup plus lourde que c'est le cas en réalité. C'est-à-dire que la majorité des projets chez Blacard sont beaucoup plus modestes que l'exemple qu'on a choisi dans le livre. Mais on a pris un exemple complexe, costaud, parce qu'on pensait que c'était celui-là qui permettrait de montrer la plus grande variété d'activités. Mais à refaire, peut-être qu'il aurait fallu rajouter un autre exemple, peut-être à la fin du livre, d'un travail de discovery qui se fait en quelques jours. Parce que c'est ça, en fait, le quotidien de chez Blacard, ça ressemble plutôt à ça. Donc voilà, ça c'est un autre retour qu'on a eu, auquel on avait réfléchi, on avait tranché. Et là, cet inconvénient, c'est qu'il peut un peu être induit en erreur, quoi. Bonsoir, merci pour ce talk. Moi, c'est Marie Alban, je m'occupe de l'équipe produit chez Cardiologs, qui est une start-up dans la medtech. Et je m'interrogeais sur le lien entre votre méthode et le roadmapping. C'est-à-dire que pour faire une roadmap, il faut en savoir suffisamment pour se dire « Ok, c'est un vrai problème, on va creuser ça ». En même temps, on ne peut pas faire de la discovery sur tous les sujets avant de faire une roadmap, sinon on a fait déjà les 3/4 du boulot. Comment est-ce que vous articulez ça? Qu'est-ce que vous avez vu comme modèle et qu'est-ce que vous recommandez? Alors, la première chose peut-être, c'est que nous, chez Blacard, on fait du travail de discovery sur tous les sujets. Donc on ne se pose pas
la question qui est est-ce qu'on a le temps de faire la discovery, mais plutôt qu'est-ce qu'on a le temps de faire comme discovery. Et donc des fois ça peut être court. Ensuite, effectivement, ça veut dire qu'on réfléchit à une sorte de roadmap de discovery. Et donc sur un trimestre donné, on va se poser des questions. Bah tiens, il y a un certain nombre de sujets qui sont mûrs, qui vont plutôt passer en mode delivery. Et donc là, ça ressemble à un travail de discovery assez classique, où on cherche à faire des arbitrages entre un niveau d'impact et un niveau de complexité, grosso modo, un niveau de coût d'implémentation. Alors qu'une roadmap de discovery, il y a une histoire d'opportunité et de risque. Ça se rapproche, mais c'est pas exactement pareil. Et donc, la question qu'on se pose, c'est dans quel sujet on a envie d'investir pour aller chercher une opportunité et les dérisquer en même temps. Et donc, un product manager chez Blacard, sur un trimestre donné, travaille sur ces différents types de sujets en même temps. Donc, il y a une double roadmap, effectivement, qui est des projets qui sont des projets de niveau de maturité différents. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, tout à fait. Je me demandais juste comment est-ce que vous choisissez ce que vous allez mettre dans la roadmap de Discovery, parce que là, pour le coup, on a peu commencé à les creuser. Là, donc, encore une fois, chez Blacard, donc ça, c'est pas du tout abordé dans le livre, hein, ce travail-là, mais chez Blacard, la manière dont ça fonctionne, c'est on a des objectifs qui sont définis pour les différentes business units de Blacard. Et donc, il y a des objectifs qui peuvent être soit annuels, soit au trimestre, et dont découle un certain nombre de problèmes ou de choses qu'on cherche à régler. Et donc, c'est en essayant de se dire, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait bosser sur ça, qu'on se rend compte qu'il y a peut-être des idées qui sont extrêmement matures et pour lesquelles on a besoin de faire un travail de discovery qui est assez superficiel et notamment très rapide. Qu'on peut, dans le même trimestre, imaginer faire un travail de discovery et délivrer dans la foulée. On ne se pose pas beaucoup de questions de est-ce qu'on va le faire, mais plutôt qu'est-ce qu'on cherche à faire exactement. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus exploratoires, dont on ne sait pas d'ailleurs quelle sera l'issue. Peut-être qu'à la fin du travail de discovery, on se rend compte que l'opportunité, elle existe, mais elle n'est pas dingue, ou elle n'existe pas du tout, ou on comprend bien le problème, mais la solution, on ne l'a pas. Et celles-là, peut-être qu'elles n'aboutiront pas en delivery. Mais donc, d'où ça vient d'objectifs qu'on a identifié par ailleurs, quoi. Peut-être j'ai un regard d'une autre structure. Chez Malte, on commence à travailler avec et on a une CPO qui vient de chez Vinted, qui est arrivée très récemment. Donc, c'était l'occasion aussi de reprendre la méthode avec elle et d'en discuter. Il y a une différence, c'est le délai entre la partie discovery et la partie delivery. Chez Blablacar, on avait pas mal décorrélé ça. Ce que je recommande, hein. C'est fantastique, c'est-à-dire qu'on a un peu d'air pour se dire on a quand même de la marge pour la discovery parce que la roadmap de delivery, elle est peut-être un quarter plus loin. Et donc les équipes qui font sur la discovery, ils ont de l'avance et ils n'ont pas la pression aussi d'utiliser au mieux des équipes de développement. Chez Malte, on a moins ce buffer entre les deux étapes. Et en discutant de la méthode, Belen, donc, qui est notre CPO, me disait, mais en fait, je crois que les 3 premières étapes, donc frame, observe, donc le cadre, l'objectif, le problème et claim avec le pitch, donc le tweet, et bien en fait, c'est des excellentes étapes pour construire notre one-pager, en tout cas pour donner notre direction. Et c'est à partir de ces 3 étapes qu'on va passer tous les projets dans ces 3 étapes. Ça peut être très rapide. Et ça va nous donner une direction projet. Et ça va nous permettre de prioriser les projets. Et en fonction du niveau de priorité qu'on donnera, on passera sur les étapes suivantes. Donc en fait, c'est une espèce de phase intermédiaire. Voilà, on considère que on dérisquera un petit peu le projet avec ces 3 premières étapes suffisamment pour pouvoir décider et ensuite actionner la suite. Justement parce qu'on n'a pas ce confort qui est positif, mais qui reste un confort de pouvoir dérouler l'intégralité du process sur tous les projets. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Je pense qu'en fonction des structures, on voit déjà des façons d'adapter la méthode pour répondre un petit peu à cette problématique de temps entre la discovery et la delivery. Mais du coup, on en revient au bénéfice d'avoir une méthode finement découpée. Parce que d'un seul coup, on est capable de se dire c'est exactement à ce moment-là qu'on va s'arrêter et qu'on va être capable de faire le travail de roadmap. Si on n'a pas cette méthode-là, cette conversation-là, elle est possible, mais elle est beaucoup plus difficile à avoir et à se mettre d'accord.
Bonsoir à tous, je m'appelle Frédéric Bardol, je fais du produit chez Cosmian, une startup qui est spécialisée en cryptographie. Merci déjà pour votre intervention. Ma question portait sur est-ce qu'il y a des spécificités d'application de votre méthode selon que c'est un projet qui démarre de nulle part ou un projet qui est déjà en route, qui est déjà en train d'avancer? Est-ce que vous pourriez dire un mot là-dessus, s'il vous plaît? Il y a un premier impact qu'on voit souvent, c'est le niveau de zoom dans lequel on va aller. C'est-à-dire que quand on est sur un projet qui démarre, les questions qu'on va se poser, elles vont porter potentiellement sur l'intégralité du produit qu'on est en train de regarder. Alors que dans une boîte comme Blablacar ou Malte, j'imagine, on va appliquer la même méthode, mais à des bouts du produit, en fait. Donc c'est un niveau de zoom qui change, je pense, énormément. Le deuxième élément qui change beaucoup, c'est le degré de risque qu'on est prêt à prendre. Une partie de la méthode, elle vise essentiellement à dérisquer l'investissement qu'on va faire. Et souvent, quand on est dans une toute petite boîte, on a un appétit pour le risque qui est plus grand. Donc ça veut dire que peut-être on va être à l'aise d'aller plus vite dans certaines étapes qu'on le ferait dans un plus gros projet. Donc voilà, ça c'est les deux différences que j'imagine. Le niveau de zoom, il est important et on a parfois des questions sur le sujet du first use case, par exemple. On prend un exemple qui est celui de l'iPod. Donc l'iPod d'Apple qui est arrivé à une époque où il y avait plein d'autres lecteurs de musique portables, on appelait ça comme ça, mais qui était beaucoup plus complexe, qui avait plein de possibilités, plein de fonctionnalités, pouvait faire plein de choses. Et Apple est arrivé avec un produit qui permet simplement d'écouter de la musique et de naviguer dans les titres. On ne pouvait pas faire plein de choses à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, il fallait brancher iTunes, qui était un enfer pour aller créer des playlists organisées, parce que dans l'iPod, on ne faisait rien. Mais on écoutait de la musique. Donc ça, c'est l'exemple qu'on prend dans le livre pour dire, voilà, bah, le first use case de ce lecteur, c'était vraiment, je veux profiter de ma musique. Et cette petite roue-là, elle était magique pour faire ça. Donc une des questions qui vient après derrière, c'est oui, très bien, mais ça, dans ce cas-là, moi, ma boîte, c'est je veux que les gens ils s'enrichissent des informations dans le monde. Ah, ça, comment je fais après dans mon CMS pour gérer ça? Donc ça, c'est une bonne question et c'est ça ce niveau de zoom. C'est-à-dire qu'au début, on a peut-être un first use case très très macro, très très général qui nous guide. Et puis en fait, le first use case, mais il y en a à plein de niveaux. Donc il faut le découper. Et effectivement, au bout d'un moment, on est sur des use cases très spécifiques. Ça reste l'exercice de priorisation des use cases, mais par contre, c'est des niveaux de zoom très différents. Et ça, c'est vrai qu'on l'explique peut-être pas assez dans le livre, et c'est une question qui revient souvent. Voilà, la réponse, c'est oui, des first use cases, en fait, il y en a tout un tas, ça dépend du niveau de granularité dans lequel on souhaite aller. On va peut-être prendre une dernière question, s'il en reste. Et après, il sera possible de continuer à poser des questions à Rémi et Tristan au pot, qui est juste après. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Je m'appelle Lomique, je travaille au produit chez Le Monde aussi. Et ma question porte aussi sur le temps investi dans la méthode et l'investissement que représente la méthode en termes de temps, mais d'un point de vue vraiment concret et pratique. Donc on a vu que c'était adaptable, que ça dépendait de la taille du projet, du risque qu'on était prêt à prendre, de jusqu'où on voulait aller. Pardon. Et la question c'était surtout qu'est-ce qu'on a le temps de faire dans le temps qu'on s'impartit, mais concrètement, pour une équipe qui voudrait la mettre en place une première fois, est-ce que c'est réaliste de se dire qu'on peut la sprinter en une semaine ou même moins en 3 jours, ou est-ce qu'il faut quand même prévoir plusieurs semaines au plus petit, quoi, parce qu'il y a quand même 7 étapes qui impliquent plusieurs disciplines, plusieurs personnes, il y a pas mal de travail dedans. Donc est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment sprinter de façon extrême sur une journée, 3 jours, une semaine, ou il y a quand même une limite, quoi? Alors ça peut-être que c'est intéressant après qu'on prenne une dernière question, parce que je vois qu'il y avait un vrai débat de qui allait prendre le micro. Donc, moi je crois que la méthode, on peut l'appliquer en 1 heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, si on va dans ce que nous on recommande de faire systématiquement, c'est simplement de remplir les livrables. Tout le reste est optionnel. Les livrables, il y en a 7, 5 minutes chacun. On a même 25 minutes de rab pour en refaire un. Donc, et c'est peut-être une bonne manière de se familiariser avec la méthode, par la pratique, par le concret. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on expliquait que ces livrables, c'est un miroir sur notre niveau de clarté. Donc, une manière d'appliquer la méthode qu'on n'utilise pas comme ça chez le Blablacar, ou en tout cas pas consciemment, mais ça peut être de remplir tous les livrables, découvrir le niveau de clarté qu'on a, de se rendre compte qu'en fait, il y a certains aspects du projet qu'on maîtrise parfaitement. Bah, très bien, on n'a rien d'autre à faire. D'autres,
où on est soit moins aligné au sein de l'équipe, soit on est moins convaincu du résultat. Et là, on va choisir les activités qui vont nous permettre de l'améliorer. Donc, ça peut vraiment être très rapide. Ce qui va augmenter le temps, l'investissement, c'est soit le niveau de maturité qu'on découvre, soit le niveau de risque qu'on cherche à éviter. Et donc c'est ça qui va définir, enfin qui va faire augmenter le temps. Mais en soi, la méthode, elle prend pas de temps. Elle peut vraiment être faite extrêmement rapidement. Merci beaucoup. Si je rajoute rien, on a le temps pour la dernière question ou pas? Absolument. Bonsoir, merci beaucoup pour cet échange. Donc, Agnès, je suis project manager aussi au Monde. On a parlé évidemment beaucoup ce soir de la discovery, un petit peu du delivery. Et je me demandais également si vous appliquiez la même rigueur, vous saviez systématiser une méthode au moment de la phase de lancement d'un produit, en pré-lancement ou en post-lancement. Alors, je vais répondre simplement à une partie de ça. Peut-être Rémi, tu compléteras. C'est le bénéfice de la méthode sur cette phase de lancement. Et en fait, on se rend compte que tout le travail qui est fait en particulier sur le travail de positionnement, qui est vraiment, c'est vrai aussi pour d'autres étapes, typiquement la phase unfold, où on essaye d'identifier les points de contact qui vont, avec la fonctionnalité, qui vont nous permettre aussi de penser à notre stratégie de lancement et en particulier de go-to-market. Mais cette activité de positionnement très amont, il facilite énormément la partie de lancement très aval. Et ça, je me souviens, chez PayPal, j'avais quelqu'un, pareil, un peu de ces méthodes design thinking qui disait si la phase de préparation, ils appelaient ça inbound, est très bien faite, la phase de outbound, elle est quasiment, c'est pas rien, mais ça va tout seul. Donc, en partie là-dessus, oui, la méthode permet vraiment d'accélérer ça et en fait de traiter les sujets du lancement beaucoup plus tôt que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, on l'a dit, je pense que créer le positionnement, ça c'est clair. La phase unfold dont je parlais, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est une phase dans laquelle on demande d'identifier au-delà du produit lui-même les points de contact avec les utilisateurs. Donc, ça peut être penser à la FAQ, penser au service client, penser à une campagne marketing, penser à tous les points en fait de contact qui vont aussi participer au lancement et à l'éducation sur cette fonctionnalité. Et ça, de faire cet exercice tôt avec un travail de positionnement, ça permet énormément de faciliter la partie de lancement. Rien à dire ? Super, merci beaucoup. Alors, vous allez pouvoir continuer à poser vos questions à Rémi et Tristan en buvant un verre. Donc, je vous explique, vous remontez ici par les escaliers et puis vous allez tout droit et on arrive dans le foyer où il y aura un petit peu à boire et à manger. Et maintenant, c'est l'occasion pour moi de vous remercier tous d'être venus et surtout de remercier Tristan et Rémi pour leur éclairage et nous donner envie de tester cette méthode prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.